Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette présentation, on va aborder l'approximation nodale, en particulier les fonctions de forme. Ma présentation se déroulera selon le plan suivant. Dans la présentation précédente, nous avons dit que la méthode des éléments finis consistait à remplacer le système continu par un système discret. Le solide est alors divisé en un certain nombre d'éléments. Chacun des éléments est relié à ses voisins par des nœuds dont les degrés de liberté, donc les déplacements nodaux, constituent les inconnues principales du problème. Ainsi, la méthode des éléments finis consiste essentiellement à approximer le champ de déplacement au moyen d'une fonction polynomiale formée d'un nombre fini de paramètres et à l'exprimer en fonction des déplacements nodaux associés au degré de liberté des nœuds. Nous écrivons ainsi que le champ de déplacement grand X en tout point x, y, z du solide va être écrit comme étant la somme de i allant de 1 jusqu'à n de ni xi. Ni sont en fait des fonctions de forme qui dépendent de l'endroit d'évaluation x, y, z et qui permettent d'obtenir les déplacements au niveau d'un point donné x, y, z en fonction des déplacements nodaux grand xi associés au degré de liberté des nœuds. La méthode des éléments finis, en fait, va reconstituer le champ réel de déplacement à partir de fonctions de degré inférieur, qui sont les fonctions polynomiales d'interpolation. La qualité et l'efficacité d'une telle reconstitution dépendront donc d'une part du type de l'élément choisi, donc de ses capacités de représentation, et d'autre part de la densité du maillage utilisé. L'approximation des différents champs sur le domaine discrétisé se base donc sur l'approximation et en particulier sur l'interpolation de Lagrange. Par exemple, si l'on veut approximer le champ de température de la figure ci-contre sur l'élément xi, xj par une fonction cubique qu'on va écrire Te est égal à C1 plus C2 fois x plus C3 x2 plus C4 x4. Donc c'est une fonction cubique qui dépendent de 4 coefficients inconnus C1, C2, C3 et C4 qu'on doit déterminer en connaissant les valeurs nodales au niveau des points TI, TJ, TK, TM qui sont donnés au niveau des points XI, XJ, XK, XM. Donc on a 4 coefficients inconnus, C1 jusqu'à C4, et on connaît 4 valeurs nodales au niveau des nœuds IJKM. Donc sur la base de l'interpolation de Lagrange que vous avez abordé normalement dans le cours d'analyse numérique, on peut écrire directement que TE va être égal sur l'intervalle XI, XJ, la somme SITI plus SJTJ plus SKTK plus SMTM. On voit très bien que dans cette expression, que les valeurs nodales TI, TJ, TK et TM sont présentes dans l'expression, moyennant les expressions SI, SJ, SK, SM, qu'on nomme donc fonctions de forme, d'accord, qui sont calculables directement à partir de la relation d'interpolation de Lagrange, qui stipule que SK, donc l'un des termes des fonctions de forme utilisées pour l'interpolation, va valoir donc le produit de xi moins xm
divisé par xk moins xm pour m allant de 1 jusqu'à n. Mais il faut faire attention qu'au niveau du numérateur, il faut éliminer le terme x moins xk. Et au niveau du dénominateur, il faut éliminer le cas où on a xk moins xk. Donc ce qui fait qu'on va avoir des expressions bien déterminées pour chacune des fonctions de forme sk, d'accord, en fonction du coefficient qu'on est en train d'écrire. En définitive, donc tout le calcul fait pour les 4 points connus, i, j, k, m, donc on a 4 points bien déterminés, et pour n est égal à 4, on a les valeurs ci-contre de si, sj, sk et sm qui s'expriment explicitement en fonction du paramètre indépendant x qui va varier de xi jusqu'à xj, et on a dans les expressions, par exemple dans si, on va avoir moins 9 sur 2L cube fois x moins xj fois x moins xk fois x moins xm. Donc il y a une expression polynomiale de degré 3 pour le si et qui dépend des valeurs xj, xk, xm. De la même façon, on a les expressions des fonctions de forme sj, sk et sm. On va voir dans la suite comment exploiter cette approximation nodale pour développer les fonctions de forme pour deux éléments essentiels qu'on va exploiter dans ce cours, notamment l'élément barre et l'élément poutre. On va commencer par l'élément barre. De point de vue méthode des éléments finis, l'élément barre est un élément monodimensionnel linéique qui implique deux nœuds. Chacun des nœuds a un seul degré de translation, comme le montre la figure ci-contre. Donc chaque nœud, le nœud 1, a le déplacement U1, le nom de x. Le deuxième nœud a le déplacement U2. De point de vue RDN, une barre est un élément de structure rectiligne dont les dimensions transversales sont petites par rapport à la longueur et qui ne travaille contraction-compression le long de son axe. Ces caractéristiques géométriques et matérielles se résument à une section constante S et un module d'élasticité longitudinale E, le module de Young. Ce sont les paramètres qui vont apparaître dans les modèles de comportement de cet élément. Le matériau utilisé étant supposé linéaire, la déformation est de fait constante sur la hauteur de sa section. Donc la fonction de déplacement U de x est alors forcément une fonction linéaire sur toute la barre. Donc on va retenir l'hypothèse de constance de déformation le long de la section. Donc on va avoir epsilon xx qui est égal à la dérivée de u sur dx qui est égal à une constante, ce qui veut dire que ux est égal à a0 plus a1 de x. Donc ce qui confirme ce qu'on vient de dire. Donc le déplacement le long d'un élément de type barre, il est linéaire. Donc il est dépendant de deux coefficients a0 et a1. Ces deux coefficients vont être déterminés en fonction des conditions en limite qu'on a décrites tout à l'heure. Au niveau du nœud 1, on a le déplacement U1. Donc on va écrire que pour x est égal à 0, U de 0 est égal à U1. Au niveau du second nœud, on a le déplacement U2. Donc on a la condition en limite, x est égal à grand L, donc l'élément barre a une longueur grand L. Donc la condition à respecter, U de grand L est égal à U2. Donc on a d'un côté un modèle linéaire U de x est égal à 0 plus a1 de x qui dépend de deux coefficients a0 et a1. De l'autre côté, on a deux conditions à respecter. Donc U de 0 est égal à U1 et U de L est égal à U2. Donc on a un système d'équations à deux inconnus à déterminer. La résolution du système d'équations permet de déterminer A0 et A1 en remplaçant dans l'expression originale du champ de déplacement U de x, nous permet donc d'avoir l'expression U de x est égal à 1 moins x sur L fois U1 plus x sur L fois U2.
À partir de là, on peut identifier N1 et N2 qui sont les fonctions de forme de notre élément bar. Donc on peut écrire que 2ux est égal à N1 fois U1 plus N2 fois U2, qu'on peut noter sous une forme matricielle, donc entre crochets grand N fois QE. Grand N, donc c'est la matrice qui regroupe les fonctions de forme N1 et N2, et QE représente le vecteur de déplacement nodal U1 et U2. On passe maintenant au cas de l'élément poutre plane à deux nœuds. Du point de vue élément fini, l'élément poutre est un élément monodimensionnel à deux nœuds, ij sur la figure. Chaque nœud possède 3 degrés de liberté, 2 de translation, noté UV, et 1 degré de rotation bêta, qui est normalement la dérivée de V par rapport à dx, qu'on va le voir ultérieurement. Du point de vue RDM, cet élément poutre peut se déformer dans le plan. Donc on a flexion et déformation longitudinale. Il est destiné au calcul des réseaux de poutres chargés dans leur plan, et il fait appel à la théorie des poutres qui permet de ramener le problème 3D en un problème à une dimension en condensant ses caractéristiques au niveau de sa fibre moyenne. L'élément poutre a les caractéristiques constantes suivantes. Donc on a une longueur, une section constante, le moment d'inertie ou le moment quadratique IZ qui est constant, et le module d'élasticité E. Ce sont les paramètres qui vont apparaître ultérieurement dans le modèle de comportement de cet élément. Ce qui est recherché ici, c'est d'exprimer le champ de déplacement U, V et bêta le long de cet élément en fonction de x, donc le long de la poutre, en fonction des valeurs nodales enregistrées donc au niveau des nœuds et J. Donc si l'on connaît les valeurs nodales de U, V et bêta au niveau des nœuds I et J, quelle serait la valeur du champ de déplacement en n'importe quel point à l'intérieur de cet élément? Donc la réponse à cette question-là se fait à travers l'approximation polynomiale qui permet d'identifier les fonctions de forme ni de x. On commence d'abord par la définition de champ de déplacement axial U de x. En l'absence de flexion, l'élément a un comportement identique à celui d'une barre. D'ailleurs, quand on définit une barre, on peut dire que c'est une poutre particulière qui ne travaille qu'à la traction-compression. Donc, le champ de déplacement U de x est une fonction linéaire de la forme ux est égal à a0 plus a1 de x. La déformation associée à ce modèle est homogène sur la section, donc vous, comme on l'a vu précédemment, yx est égal à du sur dx est égal à a1. En tenant compte des conditions aux limites, u de 0 est égal à u de i, au nœud i, et u de L est égal à uj au nœud j, on obtient comme
pour l'élément bar la même fonction de déplacement que celle établie précédemment et on écrira u de x est égal à 1 moins x sur L fois ui plus x sur L fois uj qu'on notera sous forme matricielle. Le vecteur u est égal à la matrice des fonctions de forme nodale n multiplié par le vecteur de déplacement nodal q de u. On passe maintenant au champ de déplacement transversal v de x. En flexion, chacun des nœuds de cet élément possède 2 degrés de liberté, un en translation dans la direction transversale v et un autre associé à la rotation bêta autour de l'axe z perpendiculaire au plan xy. Cette rotation bêta se déduit par dérivation de v par rapport à x, donc dv sur dx. Ayant 4 conditions aux limites, donc vi, bêta i au niveau du nœud i, et vj et bêta j au niveau du nœud j. Donc ces conditions aux limites peuvent être utilisées pour définir la fonction d'approximation de v dx sous la forme d'un polynôme de degré 3. En fait, on a devant nous un problème d'interpolation d'Hermite, parce que bêta, c'est la dérivée de v par rapport à dx. Donc, on peut écrire que v de x est égal à b0 plus b1 de x plus b2 de x au carré plus b3 de x3. Donc, on a 4 inconnus, b0, b1, b2 et b3, qu'on doit définir à partir de la connaissance des conditions aux limites vi, bêta i, vj, bêta j, qui sont les valeurs nodales. Donc, compte tenu des conditions aux limites, on a le problème d'interpolation d'Hermite suivant. V de 0 est égal à V de I, V' de 0 est égal à bêta I, V de L est égal à V de I et V' de L est égal à bêta J. Ce qui fait on a un système de 4 équations, donc on peut mettre sous forme matricielle suivante. Donc on a d'un côté les valeurs aux limites, VI, bêta I, VJ et bêta J, et on a la matrice des coefficients multipliée par B0, B1 et B2 et B3. Donc, la matrice des coefficients grand R, elle est constante et ne change pas, elle est inversible. Donc, on peut, par simple inversion, déterminer B0, B1, B2 et B3 en fonction des valeurs nodales VI, bêta I et VJ, bêta J. Une fois qu'on a déterminé ces coefficients et en remplaçant dans l'expression de V de x, on va avoir l'expression du champ de déplacement transversal V de x, donc qui est égal à 1 x au carré, x cube multiplié par l'inverse de r multiplié par le vecteur vi, bêta i, vj, bêta j. Et là, on voit clairement qu'il est possible de identifier les fonctions de forme qui définissent l'interpolation ou l'approximation du déplacement transversal v de x en fonction des valeurs nodales vi, bêta i, vj, bêta j. Donc, tout calcul fait en multipliant le vecteur 1x, x au carré fois x cube par la matrice R inversée, on va voir N1, donc la première fonction de forme, c'est 1 moins 3x au cube sur L au carré, plus 2 fois x cube sur L3. Donc ça, c'est la première fonction de forme. La deuxième fonction de forme, c'est x moins 2x au carré sur L plus x3 sur L au carré. Et la troisième fonction de forme, c'est 3x au carré sur L au carré moins 2x cube 3, donc sur L3. Et la dernière fonction de forme, c'est moins x au carré sur L plus x3 sur L au carré. Donc, cette écriture qui nous donne l'expression de V de x
en fonction des fonctions de forme et des valeurs nodales au niveau de nœud I et du nœud J. Au fait, elle est exploitée dans plusieurs logiciels pour pouvoir tracer la déformée entre les nœuds. Parce que pour tout point X entre 0 et L appartenant donc à l'élément barre, il est possible d'avoir la flèche V de X. Et en la flèche V de X, il est possible de calculer bêta de X, qui est la dérivée de V par rapport à X. Donc, après la résolution de ce problème d'interpolation d'Hermite, on a à la fois déterminé la flèche V de X, mais également on a la possibilité, par simple dérivation, de déduire le degré de rotation bêta de X. Enfin, on peut regrouper les résultats obtenus précédemment pour définir le champ de déplacement complet de l'élément poutre plane en donnant U et V en fonction de l'abscisse X qui est égale à la grande matrice grand N des fonctions de forme multiplié par le vecteur nodal Q de E et on a directement la notation matricielle globale. Rappelez-vous que le champ bêta X s'obtient par simple dérivation de V par rapport à X. Comme conclusion, on peut dire que la méthode des éléments finis se base sur l'approximation des champs de déplacement au moyen de fonctions polynomiales qui interpolent les déplacements nodaux associés au degré de liberté des nœuds. L'approximation nodale permet de définir les fonctions de forme en s'appuyant sur l'interpolation de Lagrange. Chaque élément utilisé pour la discrétisation possède ses propres fonctions de forme qui dépendent des degrés de liberté des nœuds présents dans l'élément. Une fois les fonctions de forme connues, il est possible de déduire les autres champs en faisant appel aux lois régissant le comportement mécanique de l'élément en question.